Côté terrain, Michel Platini a dévoilé le logo de la Coupe du Monde de football 98 qui aura lieu, vous le savez, en France. Le ballon est un soleil, une façon de dire que le football est universel. François Brabant et Didier Dain. En 1998, les Français ont eu peur de s'ennuyer. Alors, ils ont créé un ballon à l'image du soleil et ils ont imaginé un jeu pour le conquérir. En 1998 se lèvera en France un nouveau soleil. Coupe du monde de football, France 98. C'est donc le soleil français qui sera chargé d'illuminer le monde du football à l'aube du 3e millénaire. Mais pour que ce soleil-là brille vraiment de mille feux, il faut... Il faut un stade. Il faut un grand stade. Ouais, je vous voyais venir. Oui, M. Van der Schmidt, qui parlait au nom du ministre des Sports, vous a dit que la décision serait imminente et que le grand stade sera choisi dans les jours qui viennent, je pense. Mais la construction du grand stade n'est pas encore commencée, que les Français ont déjà un autre défi à relever. La FIFA, représentée ce matin par Sepp Blatter, est revenue très satisfaite de sa World Cup américaine. Il va falloir faire aussi bien, au moins. Je pense qu'on pourra faire beaucoup mieux. Je plaisante. Mais disons, on ne pourra pas faire aussi bien que dans le remplissage des stades parce que nous n'avons pas des stades de 80 000. Eux, ils en ont 70 aux États-Unis, des stades de 80 000 places. Nous, on n'en a pas un encore. Donc, vous voyez, c'est difficile. Après, d'autre part, la Coupe du Monde aux États-Unis, c'était une Coupe du Monde Coca-Cola. Nous, ça sera une Coupe du Monde champagne. Bon, résumons. On a le logo, on a l'esprit, on va bientôt avoir le stade, on va aussi connaître les villes. Reste à trouver le joueur qui la brandira, cette coupe, en 98. 3 mois après la pose de la première pierre, le grand stade où se déroulera le 12 juillet 98 la finale de la Coupe du Monde de football a enfin trouvé son nom, le Stade de France. Les concessionnaires souhaitaient une appellation style Elyséeum qui parle aux étrangers. Les puristes souhaitaient le baptiser du nom d'un sportif comme Jules Rimet, le fondateur français de la Coupe du Monde. Finalement, vous le voyez, décision Michèvre-Michou. Reportage Laurent-Frédéric Bollet, Claude Sicard. Le jour se lève sur le chantier de ce qu'on appelle encore le grand stade. Un jour pas comme les autres, un jour de baptême. Certes, la maison de la radio n'a rien d'une cathédrale et ces messieurs ne sont pas des hommes d'église. Il n'empêche qu'on est vraiment là pour baptiser un bébé dont la recherche du nom a nécessité des mois de réflexion et la mise en place d'un comité. 13h15, fin du suspense. Le 12 juillet 1998, la finale de la Coupe du Monde de football aura lieu au Stade de France. Eh bien voilà, c'était pas compliqué. Stade de France, juste le choix le plus consensuel et le moins risqué. J'espérais que dans la seconde réunion apparaîtraient peut-être des termes plus novateurs. Il faut bien que je reconnais là-dessus, j'ai plutôt échoué. C'est pas original, mais c'est un nom qui va rester dans l'histoire et qui est très beau. Moi, je suis ravie du choix du nom parce que c'est ce que j'ai proposé en premier. Alors, je suis très contente. Il aura donc fallu 2 réunions du comité de réflexion et une consultation populaire sur les ondes de France pour en arriver là. Le Stade de France qui en tout cas ne sera pas que le stade du football. On est cousin germain avec le football, simplement je crois qu'on a une chance extraordinaire, c'est que le rugby va finalement inaugurer ce grand stade avant la Coupe du Monde de football. En tout cas, l'équipe de France est prête, elle sera au rendez-vous. Ce sera pour le tournoi des 5 nations 1998 si le chantier avance comme prévu, puis il y aura donc la Coupe du Monde et d'éventuels Jeux Olympiques. Le grand stade a désormais un nom, il reste à lui construire un destin. Vous êtes allé voir Aimé Jacquet à 3 jours de France-Turquie qui est comme l'équipe de France dans une période un petit peu délicate jusqu'à la Coupe du Monde. Voilà, Aimé Jacquet en profite pour appeler par exemple Revaux, le gardien, c'est nouveau aussi, il y a le retour de Gava et puis donc Candela et Goma. Alors évidemment, France-Turquie, on pourrait croire que le football français est en sommeil après l'Euro et puis à 2 ans de la Coupe du Monde. Et bien paradoxalement, c'est là qu'Aimé Jacquet prend son pied, figurez-vous. Pourquoi ? Bien parce que Aimé Jodard, son assistant, me le disait, c'est à partir de maintenant qu'on peut construire, mettre en place quelque chose. Et son véritable travail d'entraîneur, c'est maintenant. Parce que quand la compétition est arrivée, on le sait, eh bien, on gère le quotidien, on ne peut pas toujours faire grand-chose. Regardez, écoutez Aimé Jacquet, surtout sur son plan de bataille pour la Coupe du Monde. Aimé Jacquet est heureux. Il plaisante avec la presse. La Coupe du Monde en France, après tout, c'est dans 2 ans seulement. Il n'y a pas la pression de la qualification. Et pourtant, il faut faire comprendre à tous, joueurs, médias, publics, qu'il se passe toujours quelque chose dans l'équipe de France et que c'est contre la Turquie, c'est-à-dire maintenant, que son plan de conquête de la Coupe du Monde commence. Essai, innovation, tenter quelque chose, sans détruire ce qu'on a construit, parce que c'est ça qui est difficile. Et à partir du tournoi de France, une base nouvelle, et on recommence, je dirais, le sprint pour aller aborder la Coupe du Monde. Problème numéro 1, comment surveiller l'évolution de tous les tricolores partis à l'étranger ? Espagne,
Italie, Angleterre, Allemagne, on a des joueurs qui sont en Allemagne, il ne faut pas l'oublier aussi, et ben nous essayons de répartir le travail en changeant chaque fois nos observations. C'est-à-dire que c'est un recoupement d'observations qui me permet après de faire la synthèse. Mais le football français ne résisterait pas à une deuxième vague de départ vers l'étranger. L'équipe de France va-t-elle en souffrir? Je ne crois pas, parce que nous, on a, vis-à-vis de beaucoup de football, une avance exceptionnelle, c'est qu'on a mis en place la formation. Une formation qui a été tant décriée, rappelez-vous. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Puis maintenant, subitement, les mêmes répètent, mais la formation, heureusement qu'on l'a. On le savait, si le football n'avait pas eu cette formation, peut-être qu'il n'y aurait plus de football français à l'heure actuelle. Problème numéro 2, les bons attaquants sont rares. En plus, Dugarry, Ouédec et Maurice sont blessés. L'offensive est bien le souci d'Aimé Jacquet. Nous, on veut des garçons qui ont envie d'aller dans la surface de vérité. Et ça, il faut les former, c'est un mental. Et là, nous nous sommes penchés là-dessus. Mais aussi, il faut être peut-être un petit peu patient, parce que nous, on a par moments des attitudes qui sont complètement contradictoires. Il faut quand même être un petit peu patient. Le poste est tellement dur. Eh bien, il faut être là-dessus, plus peut-être les entourer d'une communication spéciale. On a montré nos limites à l'Euro. Maintenant, on va aborder la Coupe du Monde, c'est un autre événement. C'est d'autres équipes, c'est toutes les équipes sud-américaines qui ont de la qualité, l'Argentine, le Brésil, la Colombie. Donc vous voyez, c'est un autre challenge. Donc on est très conscient qu'on a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de progression à réaliser. Beaucoup de joueurs en Europe, des calendriers parfois trop chargés et des matchs amicaux pour travailler. Aimé Jacquet l'a dit tout de suite, j'ai une situation sportive délicate à gérer. 28-6, 6 footballeurs ont quitté le groupe France. On connaît désormais le nom des heureux sélectionnés pour le mondial. Aimé Jacquet a mis fin au suspense dans la matinée. Jean-Philippe Guillain, Marc Félix. 11h45 ce matin, Aimé Jacquet met fin à un long suspense et confirme ce que les sélectionnés français savaient depuis hier soir. De 28, la liste des joueurs est enfin ramenée à 22 noms, un choix qui élimine un gardien, Letizy, et 5 joueurs de champ, L'Aigle, Djetou, Lamouchi, Ba et Anelka. Bien sûr qu'une décision, c'est dur, c'est même très cruel, mais nous vivons dans un monde cruel. Donc à partir de là, il faut en accepter ou il faut faire autre chose. Même s'ils ne l'avouent pas tous clairement, les joueurs semblent soulagés et respectent le choix de l'entraîneur. Je n'ai pas à juger de la manière, je n'ai pas à juger du choix. Simplement, il est clair que quelle que soit la manière, quel que soit le choix, ça fait toujours des malheureux. J'avais des inquiétudes, on était un groupe de 28, je pense 28 bons joueurs. Donc on pouvait s'attendre, ça fait partie du métier, je pouvais faire partie des 6 bien sûr. D'autres, comme Zidane, Deschamps, Karambeu ou Djorkaeff, étaient sûrs d'être du voyage et pouvaient dormir sur leurs 2 oreilles. Même ceux qui sont partis l'ont prouvé qu'ils pouvaient faire partie de l'équipe de France. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils sont partis par la grande porte, pas par la petite porte. Voilà donc la fameuse liste tant attendue. Elle allie expérience et jeunesse. 12 des joueurs convoqués étaient déjà présents lors du championnat d'Europe en Angleterre en 1996. Le groupe définitif s'envole lundi pour Casablanca. Au programme, 2 rencontres amicales contre la Belgique et le Maroc. Au passage, Dugarry et Henry, qui font un peu figure de repêchés de la dernière heure, pourront peut-être prouver que le maillot tricolore les inspire. Dans 20 jours, la France débute en Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. La stratégie des Bleus après les dernières nouvelles plutôt rassurantes pour Zinedine Zidane. Aimé Jacquet a mis sur pied un véritable plan de bataille. Un camp français qui se veut très confiant. Reportage de Dominique Champeau et Gilles Jacquier. Dans les sous-bois de Clairefontaine, Aimé Jacquet a le sourire, il a retrouvé tout son monde. Zidane sourit aussi. Pas de problème, les tests du matin sont rassurants, il est bon pour le service. Je serai prêt, de toute façon, c'est pas une cheville qui m'aura embêté, je crois que j'aurai tout fait pour être présent quoi qu'il arrive. Présent sur le terrain, présent devant le but. Marqué au moins pour le plaisir, c'était le but du jeu aujourd'hui. Histoire de recréer de bonnes habitudes ou peut-être de réveiller des vocations endormies. Bonne occasion de travailler un peu plus les coups de pied arrêtés. C'est évident que beaucoup de matchs se régleront sur les coups de pied arrêtés parce que les équipes vont être très proches les unes des autres. Donc nous, on a un gros potentiel, on a des joueurs de grande taille, on a des bons tireurs, des bons centreurs, donc à partir de là, on doit en profiter. Des matchs serrés qui basculent sur un coup de pied, voilà la rançon du haut niveau. Et dans le huis clos de l'entraînement du soir, c'est la tactique que l'on peaufine à l'abri des regards.
Je pense que ça va être notre force. Et si on réussit bien notre coup, je peux vous garantir que ça sera une grande réussite pour nous. Dans cette partie d'échecs qui se prépare, le jeu n'y trouve pas toujours son compte. Ne dit-on pas qu'aujourd'hui, les matchs se gagnent beaucoup avec le physique, beaucoup aussi avec la tactique et, à l'occasion seulement, avec un peu de football. À l'heure des choix d'avant-match, ce supporter opte pour le match nul. À l'heure des spectacles d'ouverture, le Stade de France n'a pas eu ses géants, mais simplement une cérémonie de mise en forme, ronde si possible. Carré de pelouse pour ces razmottes, le tapis vert entre dans la danse, en 380 morceaux pour commencer, des petits bouts de jardin pour footballeurs en herbe qui laisseront la place à ces lance-bêtes au rebond capricieux. Et puis le ballon reprendra ses droits, sorti d'une fleur, le football commence sérieusement à prendre sa place. Dans le tapage et la percussion de supporters AIRS aux couleurs des 32 pays participants. Enfin, les ballons prennent possession du ciel quelques minutes avant que les joueurs occupent le terrain. Le reste sera protocolaire, l'ouverture de la 16e Coupe du Monde, c'est déjà du passé. À toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. L'équipe de France, elle est arrivée aujourd'hui dans sa retraite près d'Aix-en-Provence, celle-là même qui lui avait porté bonheur en 1984 à la veille de la demi-finale du championnat d'Europe qu'elle devait gagner. Les joueurs français étaient invisibles aujourd'hui, ils s'entraînaient à huis clos. Retour donc sur ces dernières 48 heures pour prendre la température du moral et de la forme de notre 11 tricolore. Yann Lavoie, André Germain. Les Bleus n'auront sans doute pas le loisir ni le temps de taper la petite baballe. Pourtant, depuis ce matin, Jacquet et ses boys sont logés ici, au Moulin de Vernègue, à côté de Salon de Provence. C'est dans ce havre de verdure, de fraîcheur et de calme qu'ils vont préparer leur entrée dans la Coupe du Monde, à l'abri du chahut et des attroupements que suscite leur venue dans la région. Je peux pas m'y espérer pour un premier match, d'ouverture, enfin pas d'ouverture, mais pour notre premier match de Coupe du Monde, c'est fabuleux. Le minot du quartier de la Castellane avait déjà donné rendez-vous à sa famille, à ses amis, aux Français, ici même au Vélodrome il y a quelques mois, face à la Norvège. Alors à 24 heures du match, la motivation est telle que les mots lui manquent pour l'exprimer. Je peux même pas dire ce que je ressens, quoi. Tellement c'est beau. Les Bleus comptent sur les 60 000 supporters du Vélodrome demain et les anciens joueurs marseillais s'attendent à de chaleureuses retrouvailles. Les gens adorent le football, ils viennent au stade pour voir du beau football, mais ils savent reconnaître aussi les qualités de battant d'un joueur. Donc moi j'ai été très bien accepté, je garde que de bons souvenirs de mon passage à Marseille. L'Afrique du Sud peut être l'unique bon souvenir de Guy Varche avec l'équipe de France. Il avait en effet inscrit il y a 8 mois contre elle son seul but à ce jour avec les Bleus. Alors l'Afrique du Sud, c'est lui qui en parle le mieux. Bon, on les a vus un peu hier, c'est vrai, à la télé, notamment les matchs amicaux qu'ils ont disputés. Ils ont un gros potentiel physique déjà athlétique, donc à nous d'essayer de bien les contourner, et c'est ces duels qui vont faire la différence. Grande confiance en nous. Grande confiance. Un homme également n'a forcément pas laissé passer cette joie immense qui était la sienne. Il s'agit d'Aimé Jacquet, le sélectionneur. À mon avis, il s'est fait beaucoup de soucis pendant le match. Ce soir, il est soulagé. Nous l'écoutons. Dominique Champeau a réussi à le rencontrer juste à la sortie du match. C'est une belle qualification. Elle est, à mon avis, méritée par le jeu que nous avons déployé, surtout dans la phase, je dirais, du match, où l'équipe de France a été extrêmement conquérante. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser toutes nos belles situations offensives. On a vu une équipe de France en première mi-temps très maîtresse d'elle-même, très maîtresse de son sujet, très dominatrice. En deuxième mi-temps, ça a commencé un petit peu, la fatigue a commencé à se faire sentir. Non, c'est surtout que lorsqu'on change le dispositif, on s'est un petit peu affaibli, tout à fait normalement, mais il fallait bien faire quelque chose. Moi, je ne voulais pas arriver aux prolongations, donc encore moins au coup de pied au but. Bon, la décision s'est pas trop mal tournée pour nous, heureusement. On vous a vu beaucoup moins expansif que contre le Paraguay.
Non, parce que là, dans un match de ce type-là, nous savons les forces qui sont contre nous, et là, il faut être toujours en réflexion pour apporter quelques petites retouches à l'équipe, pour lui donner une bouffée d'oxygène. Donc, il faut rester lucide. Contre le Paraguay, on a écrasé cette équipe, donc c'était presque, je dirais, une injustice que de voir que cette équipe de France n'avait pas marqué de but. Là, contre une équipe italienne, il faut faire très attention. Ce sont des maîtres qui sont des maîtres dans l'art de prendre en contre. Je sais que c'est un match que vous teniez absolument à gagner parce que c'était le match de référence pour cette équipe. Oui, mais on l'a bien fait dans son contenu. Je pense que la qualification s'est faite au coup de pied au but, mais elle aurait pu se faire normalement par un but ou par une situation beaucoup plus favorable pour l'équipe de France. On peut dire ce soir, sur ce qu'on a vu de ce match, que l'équipe de France peut aller au bout. Mais elle va aller au bout. Mais va aller au bout, c'est obligé, tellement qu'il y a de la foi dans cette équipe. Il y a un groupe qui est fabuleux, qui a envie de réussir quelque chose. Vous l'avez vu encore, même dans les prolongations, où on a vu cette équipe de France qui tentait tout, qui essayait de bousculer cette défense de fer italienne. Merci Aimé Jacquet. L'équipe de France reprendra tout de suite la route de Clairefontaine. Nous, 4 jours ne seront pas de trop pour préparer ces demi-finales que l'on attend évidemment avec impatience. Mais tout d'abord, on va souligner cet engouement assez inhabituel finalement de tout un pays pour une couleur, pour le bleu. Ce maillot bleu qui aurait peut-être été un petit peu, on va dire ringard dans les rues il y a quelques mois. Eh bien aujourd'hui, c'est à la mode, c'est très tendance comme on dit. C'est la maillot-mania que nous raconte Christelle Bertrand avec Laurent Amida. Non seulement ces femmes-là supportent leur mari, mais pour la première fois, elles portent leur maillot. Elles montrent l'exemple, soutiennent l'équipe de France comme des milliers d'autres femmes. Plus les joueurs tricolores passent les tours, plus les maillots se vendent. Il n'y en aura pas pour tout le monde. En tant qu'Adidas France, on avait effectivement largement misé sur le maillot de l'équipe de France. Là, on va être un peu juste. Juste dans le nombre et juste dans les tailles. Les magasins sont proches de la rupture de stock. On veut aussi être beau avec ce maillot, mais c'est dur d'en trouver un qui vous va comme un gant. Je voudrais porter le maillot de l'équipe de France pour voir pour quelle équipe je supporte. Là. Mais malheureusement, ils sont très difficiles à obtenir. Il n'y en a pas sur les Champs-Élysées. Et là, je vois que les grandes tailles manquent. Alors, je cherche toujours. Le maillot bleu-blanc-rouge est aussi devenu un souvenir pour les supporters étrangers. Meilleure vente dans le magasin, le match Zidane-Ronaldo est lancé. À 350 francs le t-shirt, les ventes ont quand même augmenté de 40%. Le rayon maillot se vide. Si la France est en finale, on va finir par acheter son maillot sous le manteau. On peut aussi fabriquer sa propre tenue. Les stylistes supporters ne sont jamais à court d'imagination. Il y en a même que ça fait pas mal travailler du chapeau. Le maillot est à la mode, normal c'est l'été, c'est la Coupe du Monde. Dans ce cas-là, la meilleure tenue, c'est le maillot de bain. Surprise de ce mondial. Dans les mois qui ont précédé, les allergiques au football nous avaient prédit une augmentation des scènes de ménage, voire des divorces pendant la compétition. Eh bien, on s'est aperçu que parmi les téléspectateurs de la Coupe du Monde, il y avait plus de 30% de femmes, à commencer bien entendu par les premières intéressées, les épouses respectives des joueurs de l'équipe de France. Sophie Mézel, Jean-Paul Chausset. Petite ambiance en cette fin d'après-midi devant le siège de la Fédération française de football, avenue d'Iéna à Paris. Une poignée de supporters qui semblent égarés, et pourtant non. Ceux-là savent que c'est ici, comme avant chaque match, que les femmes et fiancées de joueurs se donnent rendez-vous pour partir ensemble au Stade de France acclamer leurs héros. Frédéric Dugarry, Vania Lama et Claude Deschamps respectent le mot d'ordre de la Fédération, la discrétion. Pas un monofiltre de ce côté-là. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Vous avez des nouvelles ou pas? Oui. Alors, comment ça va? Ça va bien. À l'approche du match, vous vous sentez comment? On commence à subir de plus en plus la pression, mais ça va aller. Vous avez eu votre mari au téléphone ou pas? Oui. Il va bien? Oui, bien. Et voilà. Il a la pression aussi, forcément, mais ça va. Qu'est-ce que vous lui avez souhaité? Ça se dit pas. Vous avez eu votre mari au téléphone? Oui. Ça se passe bien? Ça a l'air. Qu'est-ce que vous lui avez souhaité là? Bon courage. Vous avez des gris-gris, il a quelque chose à vous sur lui pendant le match, quelque chose? Non, je pense qu'il doit avoir le bracelet de sa fille. Oui, au poignet? Au poignet. Je peux éventuellement vous poser une question? Non. Vous êtes superstitieuse? Miss Carambeu, Adriana est aussi connue pour son record personnel, une longueur de jambe faramineuse, 1m24. C'est toujours le même rituel, vous savez. Moi, je lui souhaite bonne chance et lui, il me répond « tout va bien, on va gagner ».
Ce soir après le match, on leur a à toutes promis quelques précieuses minutes d'intimité avec leur homme. Cette seule idée devrait amener ces messieurs, souhaitons-le, à se dépasser. En marge de la compétition sportive, le mondial a engendré une autre forme de compétition, plus feutrée, celle-là, entre le Premier ministre et le Président de la République, qui depuis le début du mois de juin, soit dit respectueusement, se marquent à la culotte, comme disent les spécialistes. Damien Thévenot, Vincent Fourcade. Coup de sifflet final hier soir, les Bleus l'emportent. L'entraîneur Aimé Jacquet est soulagé. Jacques Chirac exulte. C'est vraiment l'un des plus beaux jours de la vie du sport français. Une belle histoire qui démarre sur la pelouse de Clairefontaine. Les Bleus s'entraînent, le mondial n'a pas encore commencé, mais déjà, le président Chirac occupe le terrain. Sur l'aile gauche, la réaction est immédiate. Le gardien de la majorité reprend la balle au bon. Confidence. J'ai commencé ma carrière sportive comme goal, effectivement, avant de passer au basket. Arrêter les buts comme Barthès, les uns l'ont fait, les autres en rêvent. J'aurais beaucoup aimé être goal. Mais oui. La France bat le Danemark et va rencontrer l'Italie en quart de finale. En voyage officiel à Sienne, le Premier ministre joue au Toto Calcio avec son homologue italien. Il a dit que France gagnera 2-0. Non, 1-0 moi aussi. Mais à l'autre bout du monde, au Mozambique, Jacques Chirac a déjà montré qu'il est le premier des supporters. Je suis le plus heureux des hommes. Et j'ai reçu des félicitations qui m'ont touché droit au cœur de la part du président Chissano. Et je l'en remercie encore. La France bat l'Italie au tir au but. Forcément, un tel exploit s'apprête à la métaphore. Je suis un entraîneur-joueur, disons. Voilà. Et un mélange de Jacquet et de Zidane. Un président et un Premier ministre qui ne seront pas les derniers à célébrer la victoire de la France si tout se passe bien dimanche soir. Madame, Monsieur, bonsoir. La France, touchée par la grâce du football, traverse-t-elle une phase d'euphorie? Une étrange fièvre, disent les sociologues, faite d'un sentiment national, joyeux et multiracial. Les centaines de milliers de supporters qui célébraient mercredi soir, au-delà de tous les clivages sociaux, la victoire des tricolores donnent la mesure de cet enthousiasme communicatif. Et voilà que maintenant l'Assemblée nationale porte sur sa façade les couleurs de la France en finale. Sébastien Vibert, Alain Locaccio. La cérémonie se veut solennelle. Un grand cri du cœur s'est affiché ce matin sur un mur de l'Assemblée nationale. Allez les Bleus, allez la France, encouragement symbolique à l'heure où la nation vit pour certains des jours historiques. Quand la France se rassemble, elle peut gagner. Et que quand elle gagne, elle est rassemblée. Et ça, c'est extrêmement important. Car il flotte dans l'air comme un étrange parfum d'ivresse, immense bonheur collectif et spontané qui ne comble pas uniquement les supporters de la première heure. La demi-finale France-Croatie, par exemple, a fait vibrer plus de 20 millions de téléspectateurs. Parmi eux, la moitié pratiquement étaient des femmes. Cette Coupe du Monde se savoure donc en famille, entre amis, parmi une foule d'inconnus, autour d'un drapeau tricolore devenu emblème de fierté, étendard d'euphorie. Il y a le sentiment d'appartenance, quoi. Et à un pays, quoi. Et tous ensemble. Alors qu'on a cherché à nous diviser, à nous en exclure certains. Moi, je sais pas, c'est à pleurer de bonheur, ça. C'est une très bonne nouvelle politique. La cote de popularité du président de la République et du Premier ministre n'ont d'ailleurs jamais été aussi élevées dans les sondages. Popularité et reconnaissance, voilà bien ce qu'inspire aussi l'équipe de France, acclamée à son retour mercredi soir à Clairefontaine. Des joueurs de football perçus comme des symboles nationaux de vaillance et d'enthousiasme. Au lendemain de France-Croatie, Philippe Rossi, vendeur de drapeaux, a vu défiler dans sa paisible boutique des dizaines de supporters. Le bleu-blanc-rouge se vend à merveille entre 30 et 600 francs pièce pour l'emblème de la fierté, l'étendard de l'euphorie. Depuis la demi-finale, en effet, on a l'impression que les gens n'y croyaient pas avant et ils croient trop maintenant presque. Et ça marche très bien depuis 8 jours. Oui. Les Français se découvrent depuis surtout la qualification contre l'Italie, farouchement supporters d'une équipe parée de toutes les vertus. Combative, généreuse, victorieuse. La liesse, dans les rues de Paris et de la France entière, réunit les supporters comblés, femmes, enfants, jeunes, plongés dans un grand moment de bonheur. Devant l'Assemblée que Madame la ministre de l'Emploi et de la Solidarité m'a suggéré de lever cette séance sur une holla. Même les élus du peuple cèdent à l'engouement national. Le ton est feutré, la cérémonie protocolaire et le propos grave, c'est que l'heure est historique. Quand la France se rassemble, elle peut gagner. Et que quand elle gagne,
elle est rassemblée. Et ça, c'est extrêmement important. On peut adhérer à l'équipe de France, mais on peut adhérer à l'équipe de France pour des raisons totalement différentes, si bien qu'il n'y a pas d'homogénéisation des catégories sociales et des classes sociales qui adhèrent et qui soutiennent l'équipe de France. En fait, il y a une totale diversité des points de vue sur cette équipe et des raisons pour lesquelles on adhère. La Coupe du Monde se révèle être bien plus qu'une simple compétition sportive, un étrange moment d'unité politique et nationale. Le président de la République et le Premier ministre n'ont d'ailleurs jamais été aussi hauts dans les sondages. La France en bleu, tout le pays retient son souffle à 24 heures d'une finale de rêve, France-Brésil. Aujourd'hui, c'était le moment ou jamais de s'offrir le maillot de l'équipe de France, tenue indispensable pour tout supporter des Bleus. Certains magasins ont vendu jusqu'à 150 maillots par jour et toutes les boutiques ou presque sont en rupture de stock. Reportage de Peggy Leroy et Jacques Gauthier. Footix peut s'époumoner, la vedette des rayons, ce n'est pas lui, mais le maillot des Bleus. Sur les Champs-Élysées, le magasin de la Coupe a été livré ce matin. À midi, il est en rupture de stock. Je sais pas, on a dû en avoir une 200 à peu près, 250 et voilà. Il doit en rester, je sais pas, une vingtaine, une trentaine. Grosse bataille, grosse bataille. Même combat dans les magasins de sport. Y trouver sa taille parmi les derniers maillots bleus relève de l'exploit. Aujourd'hui, la tenue de l'équipe de France s'élève à 400 francs environ. Demain, elle pourrait devenir un collector. Le fournisseur arrête la fabrication ce soir. Les derniers maillots que j'ai eus en grande taille ont été vendus avant d'arriver en magasin. Ils étaient réservés. Voilà. Ceux qui sont là ne sont pas réservés ? Non, c'est des petites tailles. C'est là-dessus où j'avais le plus de stock. Et là, bon, je pense que ce soir, j'aurai plus rien. Classé loin derrière les couleurs brésiliennes au début du mondial, le bleu a finalement trouvé le chemin des caisses. Les ventes ont décollé juste après les quarts de finale, le premier grand succès des hommes d'Aimé Jacquet. Des victoires sur lesquelles ni le fournisseur ni les grands magasins n'auraient parié. Très honnêtement, on n'avait pas prévu cet engouement sur les produits Coupe du Monde. On a été peut-être un peu dépassé par les événements. Mais on ne pensait pas non plus que la France irait si loin. Dimanche soir, la vague bleue pourrait peut-être chasser les désormais célèbres costards-cravates. La surprise de ce mondial aura été sans conteste l'engouement des femmes françaises. On les disait anti-foot et pourtant elles se sont converties au point de devenir de véritables supporters, à l'image de ces femmes d'Amérique du Sud ou du Nord de l'Europe. Christelle Bertrand, Dominique Merlin. En France, les femmes et le football n'ont jamais fait bon ménage. Le mondial a donné un bon coup de balai aux idées reçues. 3 mois avant le premier match, 70% n'en avaient rien à faire. Mais la France gagne, alors un gradin comme un ministre, ça peut être aussi féminin. Elle était indifférente en fait au sport en tant que tel. Mais finalement, elle n'était pas indifférente à l'événement mondial, spectaculaire, à l'intensité émotionnelle et dramatique qui est en train de se jouer et qu'on est en train de vivre. La Coupe du Monde, c'est la grande saga de l'été. Le casting, le scénario, tout est là pour faire un succès. Les rebondissements des épisodes français ont été suivis à 50% par des femmes. Et même sans avoir téléviseur, j'ai vibré quand même jusqu'au dernier moment, l'autre soir, et j'espérais. J'ai croisé les doigts très fort pour qu'on y arrive. La télé a été installée et à force de se faire mousser, le football est le sujet de prédilection dans le dernier salon où on cause. Au départ, on s'est dit, il est clair que les gens, on n'aura pas beaucoup d'hommes durant le match, plus de femmes, et en fait, les femmes assistaient pour regarder le match, alors qu'on ne pensait pas du tout que ça les intéresserait une seule seconde. Le Grand Bleu a déteint sur un public inattendu. Le mondial, c'est la dernière coupe à la mode. Les Françaises se sont piquées au jeu et aux joueurs. Marcel Desailly, Laurent Blanc, Didier Joquet, Thuram. Alors attention, si on gagne, ça va friser l'hystérie. Pas de but, pas de victoire sans le soutien inconditionnel des supporters derrière leur équipe. Venus du monde entier, ils ont animé les stades ou les Champs-Élysées encore. Images, souvenirs de ces supporters sélectionnés par Daï Kodoui. Je peux voir cette soif de victoire. Le stade dépendait, supporters surexcités. Tous ces pays représentés. Pendant un mois, Paris a accueilli le monde. Cela avait bien commencé, les Chippendales écossais déferlaient sur la capitale.
La Tartan Army mêlait ses couleurs au jaune et vert du Brésil. Le Parc des Princes et le Stade de France ont fait le plein de spectateurs. Mais dans les rues de Paris, il n'y eut pas l'ambiance souhaitée. On s'attendait à une vague de supporters, ce fut juste une écume. La faute au match éparpillé dans toute la France. Les supporters ne sont que de passage, aussi pas de temps à perdre. Une seule destination pour tous, les Champs-Élysées. Avec à chaque fois des scènes de fraternisation habituelles. Dans la région, il n'y a pas eu de problème de violence. Au hit parade, des images souvenirs, les supporters écossais, les meilleurs du monde, et les Nigérians qui, avant, pendant et après le match, n'arrêtent pas de danser. Une chorégraphie qui n'égale pas celle du supporter chilien obtenant un billet. Mais en fait, il faut attendre la victoire française en quart et demi-finale pour que la folie s'installe vraiment à Paris. Des images que l'on espère voir encore ce soir, même en cas de défaite. Je vous le disais en début de cette édition spéciale, 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées la nuit dernière à Paris. On n'avait jamais vu ça. Le plus simple pour le résumer, c'est de parler d'une marée bleu, blanc, rouge. Commentaire Olivier Caroff. Du jamais vu depuis bientôt un demi-siècle. Paris qui exulte, Paris qui tient ses libérateurs. 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées. Une nuit blanche pour voir la vie en bleu. Et dans cette marée humaine, un déferlement de bonheur, l'écume d'un rêve qui enfin s'est réalisé. On a montré que tout s'unit, on pouvait gagner. On a montré que tout s'unit, on pouvait gagner la Coupe du Monde. C'est comme ça qu'on va être les numéros au monde. C'est de la pure folie là. C'est de la pure folie. Je les connais pas, tout le monde s'aime, tout le monde il est beau. Et pour tout le monde, les mêmes héros. Cette équipe de France où chacun peut trouver son idole. Zidane, il est du même patelin que nous, il est de Béjaïa, Algérie. On est très content, on est venu ici en France pour supporter l'équipe de France et supporter Zidane. Rien ne pouvait résister aux Gaulois ce soir. Et pour tous, la même bannière tricolore. Jusque tôt ce matin, l'esprit unique de cette Coupe du Monde a coulé dans les artères de la capitale. Et le match à peine terminé, des centaines et des centaines de milliers de supporters ont envahi les Champs-Élysées. Une fête comme la France n'en avait pas connue, dit-on, depuis la Libération. Une communion totale de tout un peuple. Olivier Caroff et Anne Pétulard. Jamais l'Arc de Triomphe n'aura si bien porté son nom. Sous l'œil des géants de l'équipe de France, 1,5 million de personnes hier soir sur les Champs-Élysées. Toute une nuit blanche pour voir la vie en bleu. Le rêve est devenu réalité et les Brésiliens qui savent l'effet que ça fait les ont accompagnés. Pour danser, on a même trouvé mieux que la samba. Une telle marée humaine, c'était du jamais vu depuis près d'un demi-siècle. Le même drapeau pour tous et à chacun son héros. Rien ne pouvait résister aux Gaulois ce soir. Faut pas qu'ils oublient que Zidane c'est un Algérien, un Kabyle. Faut pas qu'ils oublient sinon. De toute façon, personne n'a été oublié. Même pas la mascotte. Surtout pas l'entraîneur. Mais dès les premières minutes de fête, Paris s'était déjà choisi un libérateur. Alors tout de suite, retour à la liesse cet après-midi sur les Champs-Élysées avec la remontée des joueurs de l'équipe de France. Après avoir déjeuné avenue d'Iéna au siège de la Fédération française de football, ils sont montés dans un bus découvert à plateforme pour remonter les Champs-Élysées. Présentation sous forme de clip, Peggy Leroy et Jean-Laurent Serra.
Ronaldo, Bebeto, Denilson, Tafarel, ils sont où? Dans les trous. Il n'y a aucune référence. Le pape, c'est rien à côté. Ça fait 64 ans que les Français attendent d'être en finale. On n'est plus à 1 heure près. Bah, c'est sa première Coupe du Monde, faut qu'il fête ça aussi. Ils doivent passer, ils vont passer, c'est sûr. Pourquoi ils passeraient pas? Ne faites pas peur comme ça. La journée des Bleus, Yann Lavoie, vous le disiez tout à l'heure, est loin d'être terminée. Elle avait commencé ce matin dès la sortie du centre mythique de Clairefontaine, la retraite des Bleus, là où se sont succédés les entraînements et les périodes de repos. Christelle Bertrand et Laurent Amida ont suivi l'équipe de France toute cette journée. Si vous voulez savoir où se trouve l'équipe de France, vous n'avez qu'à suivre les banderoles. Ce matin, elle a commencé par la Fédération française de football. Les traits sont un peu tirés, le sommeil, ils y penseront plus tard. La nuit très très courte. C'est-à-dire, tu allais faire la fête un peu? J'ai fait la fête avec mes amis à l'hôtel, tranquillement, parce que bon, c'était un peu la folie. La folie était à Clairefontaine. Fiers comme des champions du monde, ils chérissent leur coupe et la partagent avec le public. La fête a commencé dans le quart, 70 km d'échauffement avant le bouquet final. Zidane est passé de meneur de jeu à meneur de revue. Sur le chemin, même les feux rouges virent au bleu. Les supporters veulent montrer leur amour, les joueurs leur ont donné tant de bonheur. Des milliers de personnes ouvrent la route aux champions du monde, on se croirait sur une étape du Tour de France. Acclamés, les joueurs font un dernier petit coucou avant d'aller dormir un peu. Certains n'ont pas dormi du tout. Sous la pluie, ils ont attendu 10 heures ce matin pour voir passer l'équipe dans l'autre sens une dernière fois. Mais la fête n'est pas finie. On essaie de l'apprécier du mieux possible, parce que hier soir on s'en est pas trop rendu compte, même si on a fêté ça très très tard. Maintenant, on se retrouve encore entre nous et puis on va en profiter un petit peu avec tout le monde. Partager une victoire, ça se fait forcément sur les Champs-Élysées. Les joueurs se sont installés sur un bus à Impérial. Tout le monde se tient au courant de la suite des événements avant de remonter la plus belle avenue du monde. Ils l'ont bien mérité. Eh bien oui, nous sommes avec Aimé Jacquet. Aimé, on vient de vous voir sur les Champs-Élysées. Est-ce que ça a été la plus belle ou la plus longue journée de votre vie, ça? Non, c'est la plus belle, c'est la plus forte, parce que tous ces gens qui viennent vous remercier, qui sont chaleureux, heureux, qui échangent un clin d'œil ou un petit signe de la main, c'est parfois, je dirais, réconfortant. Et ça nous touche profondément. On les voit tous là derrière vous. Vous allez rester amis, c'est le terme, jusqu'à la fin de votre vie? Amis, je ne sais pas si c'est le terme, mais on a tellement de complicité, on a tellement de temps passé ensemble, on a tellement échangé, on a tellement travaillé, on a tellement souffert, on a tellement été heureux ensemble que cette page que nous venons de tourner restera à jamais gravée dans nos mémoires. Et on n'oublie jamais personne. À l'inverse, l'équipe brésilienne, on la disait, minée de l'intérieur par des clans, etc. Est-ce que vous croyez que ça a pu faire la différence dans ce match? Moi, je n'ai pas senti qu'elle était minée. C'est une équipe qui a peut-être pas pu jouer son meilleur football, qui a peut-être pas pu dans ce match de finale, parce qu'elle a été redoutable dans les matchs. C'est en finale, peut-être qu'elle ne s'attendait pas à une équipe de France aussi présente, aussi sérieuse et aussi performante. Je crois que là-dessus, nous avons peut-être réalisé une des
plus belle prestation de notre football. Enfin, à chaque fois, vous nous avez surpris sur les 7 matchs, de toute manière. À chaque oui, fois, on a été étonné du niveau de jeu. L'équipe de France a de la qualité. Et puis, comme je vous l'avais annoncé, j'ai utilisé tous les moyens et toutes les forces de cette équipe de France. Je sais que votre rêve, c'est d'emmener la coupe à Celles-sous-Couzan, votre village natal. Est-ce que vous allez le faire et quand? Oui, on le fera, mais un peu plus tard, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Chose promise, chose due. Une dernière chose, vendredi, on connaîtra le nom de votre successeur à la tête de l'équipe de France. Je ne vais pas vous demander qui vous souhaiteriez voir, parce que vous ne me répondriez pas. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Moi, je vais retourner à la direction nationale, à la disposition du football de masse et retrouver mon poste d'entraîneur national. Bon, on prendra plaisir à vous revoir et merci pour tous ces beaux moments de bonheur que vous nous avez apportés tout au long de cette Coupe du Monde. Merci. Merci à vous. Bon, les politiques, eux, se sont bien sûr mis à l'heure des Bleus et de la Jacquemania, à commencer par Jacques Chirac, leur plus fervent admirateur. On l'avait vu en écharpe de supporter au Stade de France. Cette fois, il était tout footix, la mascotte de la Coupe du Monde, qu'il arborait fièrement sur son costume, un cadeau, a-t-il dit, de Michel Platini. Le reportage politico-sportif de Véronique Saint-Olive et Bruno Livertou. De mémoire de républicain, on n'avait jamais vu ça. L'Élysée en folie et le président de la République lui-même qui donne le ton. Une seconde. Je voudrais saluer au nom du gouvernement, en mon nom et au nom de toute l'équipe de France, tous les jeunes. Et je leur fais un cadeau, le plus beau cadeau qu'ils puissent rêver, l'équipe de France. L'équipe de France et la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon, la Coupe du Monde. Et c'est la Coupe délire. Jacques Chirac et Lionel Jospin sont côte à côte, la cohabitation se déchaîne. Mais c'est le président de la République qui gère la situation. Le service d'ordre est complètement dépassé. Jacques Chirac se noie dans la ferveur et dans l'enthousiasme. Il sait qu'au-delà de la signification sportive de l'événement, cette communion avec la France tout entière, c'est aussi pain béni pour lui. Et c'est la course aux photos et aux autographes. Cette fois, les hommes politiques sont demandeurs, le monde à l'envers. J'ai Aimé Jacquet, j'ai Robert Pires, je crois avoir 40 bœufs. Enfin, j'en ai 4, mais enfin, c'est quand même pas mal. J'en ai donné davantage, mais celle-là, j'en suis très fier. Sur la pelouse, toutes étiquettes confondues, on tire déjà les premières conséquences politiques. Je pense que ça a des répercussions nationales d'abord. Répercussions sur le plan du climat, de l'ambiance, de la confiance en soi. Chaque responsable, qu'il soit politique, qu'il soit à quelques situations dans la vie publique, a à réfléchir sur la façon dont il doit continuer de porter cette dynamique. Les conséquences sont épatantes parce qu'on a montré qu'en fait la France était une nation unie, sans distinction entre les uns et les autres. Aujourd'hui, personne ne boudait son plaisir. Mais une fois la fête finie, le Premier ministre et le Président de la République continueront, eux, de se marquer, voire de se tacler. Leur dernier passage à l'Élysée le 14 juillet dernier a laissé de mauvais souvenirs aux jardiniers. Lors de la traditionnelle garden party, la ferveur autour de l'équipe de France, championne du monde, avait pour le moins ravagé la pelouse du Palais National. Mais Bon Prince, le locataire des lieux, ne leur en a pas voulu. Il les a même conviés à nouveau ce matin pour une très officielle remise de la Légion d'honneur. Sur place, Laurent-Frédéric Bollet et Jean Cornu. Et 1, et 2, et 3, et on ne compte plus les célébrations. La Coupe du Monde est à l'Elysée et les héros du mondial aussi. C'est Aimé Jacquet qui la porte, mais c'est Fabien Barthez qui est arrivé le premier. Un peu difficile de mettre la cravate, mais l'occasion en vaut évidemment la peine. C'est un honneur, c'est la Légion d'honneur, donc c'est vrai que c'est un honneur, mais bon, ça fait... C'est sympa, c'est sympa. On commence à connaître ici. Ben ouais, c'est la troisième fois. On va prendre un appart peut-être, on va voir. En attendant, à l'applaudimètre, en tout cas, mention spéciale au double buteur de la finale, Zinedine Zidane. Je crois que c'est un honneur, tout simplement. Je crois que ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va y aller tranquillement. Certains sont venus en famille et s'apprêtent à retrouver le premier supporter des Bleus, le président de la République. Là, cette fois-ci, il va y avoir protocole. Pendant la Coupe du Monde, il était tellement disponible qu'il avait mis un petit peu de côté le protocole. Finalement, ça nous a aidé d'une certaine manière puisqu'il a su nous mettre à l'aise et finalement, lui aussi, contribuer à ce qu'on soit dans les meilleures conditions pour jouer cette Coupe du Monde. Ambiance quand même décontractée à l'intérieur, même si ça n'est pas la garden party du 14 juillet dernier. Le président n'a rien oublié et il n'est sans doute pas le seul.
Merci, les Bleus, pour ces moments uniques que vous nous avez fait vivre. Merci pour ce bonheur immense. Merci pour la leçon de tolérance et d'humanité que vous nous laissez. Zinedine Zidane, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Et voilà comment se termine une grande et belle aventure. 7 semaines après la finale face au Brésil, la France est fière de ses champions du monde. Le foot, ça mène à tout, même à la Légion d'honneur.